Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Finances publiques, Public Finance. Collection dirigée par, Collection directed by Thierry Lambert. Les finances publiques connaissent un développement important et se diversifient. Cette discipline couvre notamment les finances de l'État, le droit public financier, le droit fiscal, les finances communautaires, les finances locales, les finances sociales, les finances internationales et comparées, les procédures fiscales ainsi que le droit douanier. Ces questions peuvent être envisagées dans un cadre national, communautaire ou mondial. La présente collection a pour vocation de publier des travaux originaux, thèses, essais, colloques, ou de factures plus classiques, manuels, commentaires de textes, recueils de documents. Elle a aussi pour ambition de rééditer des ouvrages aujourd'hui introuvables, mais fort utiles, dès lors qu'ils s'imposent comme référence et qu'ils sont agrémentés d'une préface substantielle. Public Finance Steadily Developing and Diversifying. 10 disciplines more particularly covers State Finance, Public Finance Law, Tax Law, U-Finance, Local Finance, Social Finance, International and Comparative Finance, Tax Procedure and Customs Law. Those questions can be considered within a national community or global framework. The aim of this collection is to publish original works, thèses, essays, symposium, or more traditional ones, textbooks, text analysis, collection of documents. In addition, it is meant to republish books which are currently untraceable no matter how useful provided they stand as genuine reference and contain substantial preface. Dernière parution. Gebandi NADJOMBE, la fiscalité privilégiée en propriété industrielle. Contribution à la cohérence d'une fiscalité au service de l'innovation, 2022. Jean Bosco KAOMBAMUTUMBA, la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo, 2021. Vincent Drezet, Ophélie Vildet, Notre argent public pour mieux vivre ensemble, 2020. Mohamed Arakat, Finances publiques et réforme de l'État, le cas du Maroc, 2020. Mathurin MBOUNOUNGOPO, la fiscalité et l'impératif de développement du Centrafrique, 2019. Emmanuel JOANNARDLARDANT, l'établissement de la preuve fiscale, essai de droit processuel 2019. Dominique Villemot, le débat fiscal, une passion française 2019. Dédicace. Au pionnier qui a ouvert la voie. Paciencia que to arriva. À mes parents. À toi, avec qui tout est possible. Préface. En matière de contentieux fiscal, tout commence par une réclamation préalable devant les services de la Direction générale des finances publiques. L'autorité administrative joue un rôle essentiel dans le règlement des litiges. Quel que soit l'impôt concerné, les contribuables ont l'obligation de présenter à l'administration une réclamation contentieuse. Ce principe a pour origine, en matière d'impôt direct, la loi du 27 décembre 1927. Il a acquis une portée générale avec la loi du 27 décembre 1963, qui a étendu cette obligation au contentieux des taxes sur le chiffre d'affaires. Ces dispositions sont codifiées sous l'article R190A1 du livre des procédures fiscales pour le contentieux de l'assiette, et à l'article R281A1 du même livre pour le contentieux du recouvrement. Cette étape dans la procédure est importante car, en vertu du principe de fixité de la demande, le contentieux reste définitivement lié par le quantum qui a été contesté devant l'administration. La réclamation préalable ainsi formulée permet de poursuivre le débat entre l'administration et le contribuable. C'est l'occasion aussi pour ce dernier de confirmer certains points contestés pendant le contrôle, et pour l'administration de donner éventuellement satisfaction au contribuable. L'idée est de trouver une solution qui satisfasse les parties, en évitant le juge quel qu'il soit. L'une des particularités du contentieux fiscal est que le contentieux juridictionnel est réparti entre les juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. On peut rechercher le fondement de la répartition du contentieux au regard, en grande partie, de la nature de l'impôt. Les litiges relatifs aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires relèvent des juridictions administratives, tandis que les tribunaux judiciaires connaissent des contestations portant sur les droits d'enregistrement, impôts et taxes assimilés ainsi que sur les contributions indirectes.
Si l'on espère trouver un fondement au dualisme avec le critère du rôle, ou sur le fait que le juge civil serait le gardien du droit de propriété, on fait, comme le soutient M. Oliver, fausse route. Le fondement au dualisme en matière fiscale est historique, mais sans aucune rationalité. En effet, la loi du 28 Pluviôse en 7, qui créait les conseils de préfecture, leur attribue les litiges en matière de contribution directe. La loi du 22 Frimaire en 7 donne compétence à l'autorité judiciaire de connaître des litiges en matière de droit d'enregistrement, et plus généralement aux litiges en matière de contributions indirectes par la loi du 5 Ventose en 12. Mais la loi du 20 juin 1920, qui créait l'impôt sur le chiffre d'affaires, donne compétence aux juridictions administratives. M. Oliver a une thèse qu'il défend avec conviction. Il se prononce pour un monisme vertueux et condamne un dualisme complexe. C'est de façon convaincante qu'il instruit le procès du dualisme. Celui-ci est source de confusion pour les contribuables qui peuvent avoir des difficultés à trouver un juge, même si le nombre d'affaires devant le tribunal des conflits est limité. À suivre l'auteur, le dualisme, en raison de sa complexité, serait de nature à décourager les plaideurs. Le fait d'utiliser le Code général des impôts, le livre des procédures fiscales et de mobiliser divers textes qui se trouvent dans différents codes ne facilite pas les choses. Un rapport récent relatif à l'ordonnance du 22 décembre 2021, portant partie législative du Code des impositions sur les biens et services, montre que les impositions de toute nature sont réparties dans plus d'une vingtaine de codes et dans de nombreuses lois non codifiées, de sorte que le Code général des impôts et le Code des douanes regroupent seulement 50% des impositions de toute nature. Il est observé que la répartition entre les différents codes n'obéit au demeurant à aucune logique d'ensemble. Plus généralement, cette organisation juridictionnelle ne concourt pas à l'acceptation de l'impôt. Une fois la déconstruction méthodiquement opérée, M. Oliver défend avec tout autant de conviction la nécessité de mettre en place le monisme, avec la création d'une juridiction dédiée. C'est un plaidoyer sérieux pour la création d'un juge unique de l'impôt. Cette juridiction spécialisée rendrait plus facile l'accès aux juges qui auraient une compétence générale concernant tous les litiges fiscaux, y compris ceux qui sont du ressort du droit pénal fiscal. M. Oliver envisage cette solution avec une approche globale, traitant tout à la fois de l'organisation de cette juridiction mais aussi de la formation des magistrats. Il plaide pour que tous les textes ayant trait au contentieux fiscal soient rassemblés dans un seul code, ce qui en faciliterait l'usage. On peut penser que le monisme contribuerait à l'unification de la jurisprudence, facteur de sécurité juridique. L'auteur considère que l'accès au juge fiscal participe du consentement à l'impôt. C'est une exigence démocratique. La démonstration est convaincante même si, sur certains points, elle peut être discutée. M. Oliver nous livre une thèse, sa thèse, argumentée et bien écrite. Elle ne laissera personne indifférent chez les spécialistes du droit fiscal et au-delà, car elle nous invite à avoir une réflexion plus globale sur l'organisation juridictionnelle. Thierry Lambert, professeur à Aix-Marseille Université. Table des abréviations. Introduction générale. Le fractionnement des compétences juridictionnelles est l'une des sources de difficultés les plus caractéristiques du droit public français. Le but poursuivi par cette recherche est de montrer l'érosion d'un dualisme juridictionnel en matière fiscale, dont seule la sédimentation historique justifie encore son existence. Face à elle, une autre vision est possible, porteuse de vertu, le monisme. 1. Le dualisme juridictionnel en matière fiscale est un sujet que la doctrine a traité régulièrement, alors que la scission du contentieux fiscal est tantôt défendue, tantôt pourfendue. Les écrits du professeur Bernard Castagnède, de Philippe Berne, de Jean Pujol ou encore du doyen Trotabat à la genèse de cette étude s'inscrivant dans un débat doctrinal ancien, mais qui discutera nombre d'analyses. Les enjeux fiscaux, politiques, sociaux ayant subi nombre de mutations, la relation entre l'impôt, le juge et le contribuable sont au centre des préoccupations actuelles. Il sera ainsi proposé un autre regard en prenant en compte le temps écoulé, les évolutions depuis les précédentes études menées sur le sujet. 2. Le contentieux fiscal, à l'image du Berlin déchiré d'après-guerre, est marqué par une fracture juridictionnelle,
avec d'une part l'office du juge judiciaire et d'autre part l'office du juge administratif. Cette répartition inégale du contentieux fiscal est, nous le verrons, le fruit d'une sédimentation historique héritée de l'Ancien Régime et renforcée par la Révolution. Alors qu'il s'agit d'une originalité néfaste pour la clarté et l'accès du contentieux fiscal, les acteurs du litige de l'impôt semblent résignés. Bien que la complexité du contentieux fiscal soit unanimement reconnue parmi les contribuables, l'administration ou le juge, et que la technicité de la matière soit admise, aucune proposition de simplification n'est actuellement proposée. Certes, quelques textes mettant en avant le terme de simplification ou quelques discours politiques font espérer que la lumière pénètre sur ce contentieux obscur. Hélas, la réalité souffre d'un manque de volonté de réformer profondément un contentieux effrayant de subtilité. Alors que l'administration fiscale a su entamer une démarche d'unification et de clarté par la création de la DGFiP, que certaines juridictions ont entamé la même démarche à l'instar de la fusion du tribunal d'instance, TI, et du tribunal de grande instance, TGI, au profit du tribunal judiciaire, le contentieux fiscal demeure épars et complexe. 3. Pourtant, la technicité du contentieux fiscal ne semble plus faire de doute. Ainsi, une simplification des procédures contentieuses, une meilleure lisibilité et une plus grande compréhension semblent favorables à la perception par le profane d'un contentieux parfois considéré comme aride, voire périlleux, face à une administration toute-puissante. Lorsque nous abordons le contentieux fiscal, c'est plus largement la justice fiscale qui est appréhendée. La justice fiscale est pour le citoyen un élément clé de la justice rendue au nom du peuple français, en ce que ce domaine est propice à l'atteinte des ressources du contribuable ou à son patrimoine. À travers le dualisme juridictionnel, c'est ainsi le fonctionnement de la justice en matière fiscale qui est étudié. Cette justice doit reposer sur deux piliers pour être considérée comme juste et efficace. Elle doit d'une part être accessible pour tout contribuable disposant ou non d'un conseil. Des normes compréhensibles et un juge de l'impôt identifiable doivent être proposés aux citoyens. D'autre part, le contribuable s'opposant à l'administration fiscale doit être assuré de recevoir le même traitement indépendamment de l'impôt litigieux, devant un tribunal impartial et un juge compétent. 4. Il apparaît aujourd'hui que mener une étude sur un contentieux aussi spécifique, correspondant à près de 21 000 dossiers par an, est nécessaire. Mettre en perspective les inconvénients du système actuel avec les enjeux démocratiques est indispensable tant les progrès en matière d'accès et de lisibilité sont à réaliser. Les mouvements sociaux récents ont montré les risques d'un impôt mal compris, d'un juge peu accessible, d'une administration au fonctionnement complexe. 5. La délimitation de cette étude conduit à identifier l'objet de l'étude et à fournir les définitions des termes du sujet, section 1, puis en circonscrire le champ, section 2, pour parvenir à délimiter la problématique, section 3, ainsi qu'établir un plan afin d'y répondre, section 4. Section 1 – Objet de l'étude. 6. L'étude portera sur l'inconvénient et les conséquences du dualisme juridictionnel en matière fiscale. Pour montrer que le dualisme est un inconvénient et que le remède à ces maux se trouve dans le monisme, il faudra préciser ce que nous entendrons par juge. 1. La notion d'impôt retenu sera délimitée. 2. Alors que le dualisme 3 et le monisme 4 seront définis. 1. Le juge. 7. Il sera préféré le terme de juge à celui de magistrat, pour des raisons de précision. Le juge désignant le magistrat du siège, tranchant un litige entre deux parties écartant ainsi le magistrat du parquet qui requiert mais ne tranche pas ou encore toute forme de magistrat incarné par des responsables politiques. 8. Étymologiquement, le terme de juge provient du latin judus, jud, de jus et de dicere, dire. Il désigne dans nos sociétés modernes, le magistrat ayant été désigné par l'autorité publique, émanation du peuple souverain, comme apte à dire le droit, à trancher des litiges en application de la loi. Le point de vue de Montesquieu, restrictif, limite la place du juge à l'application stricte du texte voté par le Parlement. L'auteur des Lumières écrivait ainsi, dès le XVIIe siècle dans De l'esprit des lois, que les juges ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi. Le juge aura ainsi pour fonction de rendre justice au regard des faits,
des preuves et du droit pour trancher une situation litigieuse entre particuliers, ou entre un particulier et l'administration. 9. Dès les premières formes de droit, il existe une incarnation du juge. Ainsi, 4000 ans avant notre ère, le code sumérien d'Ur-Nammu, première forme de droit de codification, implique qu'un personnage suprême rende la justice sur le fondement de lois casuistiques. À cette époque, la séparation des pouvoirs n'a pas été théorisée et le souverain cumule alors les fonctions de législateur et de juge. Le code d'Hammurabi, de 3 siècles son cadet, hérité de la Mésopotamie antique, prévoit qu'outre le souverain, des fonctionnaires et des autorités locales ont des attributions judiciaires, mais surtout atteste de l'existence de Dayanom, juge professionnel rendant la justice au nom du souverain. Cette fonction demeure aujourd'hui présente dans notre organisation juridictionnelle. 10. Les civilisations grecques et romaines auront, elles aussi, recours à des juges professionnels sous les vocables de magistratus. Athènes dispose en outre d'un ordre de magistrature financière dédié, compétente en matière de prélèvement, de répartition du trésor, à côté de la magistrature commerciale, religieuse ou judiciaire. Sur ce point, le système antique reconnaissait davantage que le nôtre les particularités du contentieux fiscal. 11. En France, la justice longtemps retenue entre les mains du souverain a laissé place progressivement à une justice déléguée au profit de juges professionnels réunis au sein de parlements, bailliages, sénéchaussées, prévôtés ou vicomtés. L'Ancien Régime connaît par ailleurs de réelles institutions à compétences financières et fiscales, comme les recettes de finances, les bureaux des finances, la Cour des aides ou encore la Chambre des comptes. 12. La Révolution de 1789 aura un effet majeur sur la structure juridictionnelle française, abolissant certaines juridictions royales pour créer de nouveaux tribunaux. Les révolutionnaires se méfiant des juges, la loi des 16 et 24 août 1790 fait interdiction aux juges d'intervenir dans le fonctionnement de l'administration, appliquant la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu à l'organisation juridictionnelle. Sous l'Ancien Régime déjà, le contentieux de la capitation et des vingtièmes considérés comme des impôts directs était confié à l'intendant du roi, donc à une autorité administrative, alors que le contentieux des impôts indirects était confié à des juridictions indépendantes. Par suite, les impôts indirects ont été supprimés étant perçus comme particulièrement injustes. Les besoins financiers de l'État finiront par obliger le législateur à les rétablir. Les lois du 22 Frimaire en 7 et du 1er Germinal en 13 vont confier ces impôts aux juges judiciaires, jouissant à l'époque d'une image d'impartialité et de gardien de la propriété et de la liberté individuelle. 13. Le contentieux fiscal actuel, fruit d'une évolution historique, se déploie toujours sur les deux ordres du système d'organisation juridictionnelle. Attribué à un pouvoir régalien, la compétence de trancher les litiges issus des relations entre le contribuable et l'administration est confiée à des juges provenant des deux ordres juridictionnels. Ainsi, le juge statuant en matière fiscale, abusivement désigné juge de l'impôt, sera incarné en première instance, soit par le juge administratif siégeant au sein de la chambre fiscale du tribunal administratif, TAR compétent, soit par le juge judiciaire rendant justice au sein d'un tribunal judiciaire, anciennement tribunal de grande instance. À l'époque contemporaine, un arrêt du tribunal des conflits du 10 juillet 1956 vient fixer le partage de compétences entre les deux ordres de juridiction. La loi codifiée à l'article L199 du Livre des procédures fiscales, LPF, a créé cette garde aiguillage pour répartir le contentieux. 14. Précisons dès à présent que l'expression de « juge de l'impôt » ne peut être retenue. Aucun juge n'étant exclusivement compétent en matière fiscale, ce n'est que dans le cadre de ce que le professeur Bernard Castagnède appelle une clause de compétence que le juge statuera en matière fiscale. Derrière le masque du contentieux fiscal, on découvre un juge civil ou un juge administratif, et non pas un juge dédié à la discipline, spécialisé, unique comme on peut le trouver dans d'autres pays. Le juge de l'impôt en France reste à inventer, alors que pour l'heure il demeure l'arlésienne juridictionnelle. 15. Le contentieux fiscal demeure, en fonction de son attribution légalement définie, tranché par deux juges de tradition et de formation différentes appliquant des corps de texte différents. Le Code de justice administrative ou le Code de procédure civile
seront par exemple utilisés par l'un ou l'autre ordre de juridiction en comblement des lacunes du contentieux fiscal. L'application d'un corps de règles différent en fonction du juge compétent devra faire l'objet d'une analyse, permettant d'en montrer l'impact ou l'insignifiance dans le cadre d'un litige fiscal. Nous critiquerons la position ancienne du doyen Trotabat qui indiquait en 1929 que, certes, il n'y a pas ici comme en droit administratif une juridiction spécialisée. Celle-ci d'ailleurs n'est guère concevable, et il n'y a pas la place entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif pour un troisième pôle juridictionnel. Mais du moins y a-t-il un contentieux fiscal qui constitue, au service du droit fiscal, un tout autonome. Partagé entre deux juridictions différentes, parfois rivales, le contentieux fiscal recompose en quelque sorte, à l'usage de la discipline qu'il doit servir, un ordre contentieux original, où le juge judiciaire et le juge administratif semblent également oublier les règles classiques de recours qui leur sont généralement soumis. Tous deux se prononcent en droit fiscal, conformément aux règles autonomes de cette discipline et selon un certain état d'esprit qui s'affranchit à la fois du contentieux judiciaire et du contentieux administratif. Le juge statuant en matière fiscale aurait la capacité de s'affranchir de son modus operandi quotidien, de son corps de règles familier pour se métamorphoser ponctuellement en juge de l'impôt, et trancher sur le fondement de règles autonomes. La réalité semble hélas plus complexe et moins favorable à la clarté du contentieux fiscal. 16. Le juge de l'impôt provient d'horizons et de formations différents. Ainsi, le juge administratif ou conseiller de tribunal administratif, tranchant 95% du contentieux fiscal, est issu d'un concours administratif sélectif ouvrant la voie à une mutation au sein d'une juridiction administrative. Le Conseil constitutionnel a reconnu, dans une décision du 22 juillet 1980, et ainsi élevé au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, l'existence de la justice administrative et consacré son indépendance ainsi que reconnu la particularité de ses fonctions constitutionnellement garanties. Le juge judiciaire est quant à lui à titre principal, recruté à l'issue d'un concours puis d'une scolarité de 7 à 9 mois à l'École nationale de la magistrature ainsi qu'au sein de juridictions. La Constitution consacre en son article 66 l'autorité judiciaire comme gardienne de la liberté individuelle, assurant le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. Ce rôle protecteur est rappelé par la réforme récente de fusion des TGI et des TI, créant une appellation unique de magistrats siégeant au tribunal judiciaire, les juges des contentieux de la protection, JCP. 17. En matière fiscale, une large compétence est attribuée au juge. Par nature juge de plein contentieux, il bénéficie de toute latitude pour réformer ou annuler un acte d'imposition. Il pourra ainsi se substituer à l'administration pour recalculer l'impôt, les pénalités, ou encore décharger le contribuable. Face à l'excès de pouvoir, le juge administratif pourra censurer un acte administratif illégal rendu à l'égard du contribuable. 18. Deux ordres juridictionnels cohabitent ainsi en matière fiscale, le judiciaire jouissant d'un prestige ancien mais ne traitant qu'une infime partie du contentieux fiscal et l'administratif, plus récent, moins prestigieux, mais tranchant la quasi-totalité du contentieux. Afin de renforcer sa position, le Conseil constitutionnel retient par ailleurs que le juge administratif est compétent dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire. 19. Le juge de l'impôt, n'étant défini par aucun texte, il pourrait aussi bien être incarné par le juge constitutionnel ou le juge de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), statuant en matière fiscale. L'éclatement de la compétence juridictionnelle fiscale constitue indubitablement une complexité néfaste pour le contribuable souhaitant contester le montant ou le recouvrement de son impôt. 2. L'impôt. 20. L'impôt émane du latin impositum, participe passé de imponere, dépôt, déposer, traduit comme une chose exigée, comme obligatoire. Cicéron utilise dans la langue familière impono qui a pris le sens de faire porter sa charge à quelqu'un, se défaire de sa charge sur quelqu'un. 21. L'impôt ne connaît pas de définition précise, laissant une large part à la doctrine qui, au fil du temps, a apporté sa pierre à la construction d'une définition précise. Sturm, Leroy-Beaulieu, Vedel, Gèze, Jacques Grosclaude, Philippe Marchessou,
le doyen Olivier Négrin ou encore le doyen Gilbert Orsoni façonnaient au fil du temps les traits d'une notion au centre des questions fiscales, mais dont les contours ne sont pas légalement définis. 22. Selon la définition légendaire, souvent attribuée à Gaston Gèze, l'impôt serait un prélèvement pécuniaire, de caractère obligatoire, effectué en vertu de prérogatives de puissance publique, à titre définitif, sans contrepartie déterminée, en vue d'assurer le financement des charges publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs. Au sens de l'article 34 de la Constitution, les impositions de toute nature correspondent aux impôts et aux taxes. Au sens de Trotabat, l'impôt est une créance publique de l'État envers le contribuable, exprimant la nécessité de pourvoir aux dépenses publiques. Découle de ces définitions deux conséquences: le rôle de répartition des charges publiques entre les contribuables, ainsi que la justice devant encadrer ce système fiscal, imposant une égale répartition en fonction des capacités contributives des redevables. 23. Nous aborderons dans cette étude le contentieux de l'ensemble des impôts correspondant à sa définition lato sensu, englobant dès lors les impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution, mais aussi les cotisations sociales. Le terme impôt sera compris au sens de prélèvement fiscal permettant d'étudier l'office du juge, administratif ou judiciaire, statuant en matière fiscale sans distinguer la nature du prélèvement. Cette notion de prélèvement fiscal correspond à la vision de l'impôt d'André Neurrisse, qui aborde l'impôt comme le transfert sans contrepartie d'avoir sous forme monétaire au bénéfice de la puissance publique, ou de Clamageran pour qui l'impôt est une quote-part des ressources individuelles mises à la disposition du pouvoir social. Ce rapport à l'impôt, pourtant unique quelle que soit sa nature pour le contribuable, subit les effets d'un dualisme juridictionnel au moment de son contentieux. 3. Le contentieux fiscal. 24. Le terme de contentieux est étymologiquement issu du mot latin contentiosus, qui donne lieu à une querelle. Dans son sens strict, le contentieux fiscal serait ainsi une querelle dont l'impôt est le sujet. Bien que simple en apparence, la délimitation du contentieux fiscal souffre d'une myopie. Au plus près, c'est l'assiette de l'impôt qui semble être le sujet de la querelle entre le contribuable et l'administration. Au plus large, le contentieux du recouvrement entre dans le champ alors qu'il concerne non pas la quotité de l'impôt, mais l'obligation de payer une dette ouverte à l'endroit du Trésor public. Ainsi lato sensu, le contentieux fiscal accueille également dans son giron les contentieux de la légalité, de la responsabilité et de la répression. 25. En matière fiscale, la querelle débute bien avant la saisine du juge. Le terme contentieux ne recouvrirait pas uniquement la partie juridictionnelle du litige, mais aussi la partie administrative. Particularité de la matière fiscale, la phase contentieuse s'ouvre, c'est une exigence procédurale, par une réclamation préalable contentieuse adressée au directeur départemental des finances publiques compétent rationnel aussi. Cette première phase administrative, conçue comme un filtre, est extrêmement efficace puisque sur près de 3 millions de réclamations, seules 12 477 affaires déboucheront sur une saisine juridictionnelle, objet de cette étude. Le juge administratif aura 0,50% des réclamations à trancher, alors que le Conseil d'État devra en traiter 0,0014%. Les chiffres se réduisent encore devant le juge civil à qui il échoit seulement 0,25% du volume de réclamations préalables, et à 0,0018% pour la Cour de cassation. 26. Ce contentieux de masse qui aboutit assez rarement à la phase juridictionnelle sera classé selon la nature de l'acte contesté selon un ordonnancement que l'on retrouve au sein du livre des procédures fiscales, LPF. Le contentieux de l'imposition, lorsque le contribuable conteste les opérations d'assiette et de liquidation de l'impôt par la voie de l'action en décharge ou en réduction. Le contentieux du recouvrement, lorsque le contribuable conteste les modalités de perception de l'impôt par voie d'opposition à contrainte ou de l'opposition à poursuite. Le contentieux de la répression, lorsque l'administration déclenche une action répressive afin de sanctionner ou de faire sanctionner une infraction à la loi d'impôt. Le contentieux de la responsabilité, lorsque le contribuable demande réparation des dommages causés par les services fiscaux. Le contentieux de l'excès de pouvoir,
lorsque le contribuable intente un recours en annulation d'un acte réglementaire relatif à l'impôt ou de certaines décisions individuelles. 27. Bien qu'il prenne appui sur une structure juridictionnelle établie, le contentieux fiscal n'en demeure pas moins singulier au regard de cette répartition inégale entre les deux ordres. Ce terme d'ordre nous renverra à une conception organisée de la structure juridictionnelle, unie par un corps de règles communes, une tradition, une hiérarchie propre. 28. Les deux ordres de juridiction cohabitant en matière de contentieux fiscal, leur culture respective pourrait influencer la discipline, mais aussi la troubler. Alors que l'influence du droit privé a fait l'objet de plusieurs études, celle du droit administratif a généré moins de production doctrinale. 29. L'office du juge correspond aux fonctions que le système juridique lui attribue et aux missions confiées. Parmi ces missions, celle de dire le droit implique une part de liberté et d'interprétation. Cette liberté implique en outre, distinguant l'office du juge d'un pouvoir arbitraire, que le juge soit encadré par des normes qu'il doit interpréter et appliquer au cas d'espèce. Le juge est par ailleurs guidé par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Conv. EDH, instituant le principe de neutralité. 30. Par conséquent, pour trancher le litige fiscal qu'il aura à connaître, le juge statuant en matière fiscale utilisera les règles du droit fiscal, mais aussi lorsqu'il est lacunaire, ses normes familières. Cette juxtaposition de règles, ajoutée à une organisation duale, complexifie la procédure et participe à rendre son appréhension difficile. 4. Dualité ou dualisme. 31. Le juge de l'impôt est un janus juridictionnel, composé d'une figure duale qu'il faut identifier. Dualisme et dualité sont deux termes proches, considérés parfois comme synonymes, mais qui ne relèvent pas exactement de la même définition. Le dualisme fait appel à la coexistence de deux éléments différents, comme le dualisme manichéen fait cohabiter le bien et le mal. De même, le dualisme cartésien implique une interaction entre le res cogitant, l'esprit, et le res extensa, le corps. 32. Du latin dualis, la dualité selon le dictionnaire Littré renvoie à ce qui est double en soi. En mathématiques, le terme dualité est utilisé lorsque deux éléments sont liés par une correspondance réciproque. Si nous considérons que la fonction de juge de l'impôt est double en elle-même, répartie sur deux ordres coexistants au sein d'un système fiscal unique, il faut opter pour le terme de dualité. Si cette fonction est comprise comme deux juges fonctionnant en interaction sur la même matière, il faut choisir le terme de dualisme. Au regard du fonctionnement du contentieux fiscal, les juges compétents semblent à la fois fonctionner indépendamment l'un de l'autre et en interaction. Nous choisirons le terme de dualisme pour plusieurs raisons. D'abord, chaque juge statuant en matière fiscale est indépendant, parfois d'ordre différent. Il applique à titre principal les règles propres au droit fiscal, mais utilisera en complément ses normes d'origine. Des questions préjudicielles pourront créer une interaction ponctuelle, mais leur office demeure indépendant. Il s'agit bien d'un dualisme juridictionnel en matière fiscale, faisant cohabiter sur une même matière l'office de deux juges rendant leur jurisprudence en toute indépendance. 5. Deux juges pour un contentieux. 33. Généralement, la répartition classique du contentieux entre l'ordre judiciaire, le plus ancien, et l'ordre administratif, plus récent, est fondamentalement simple. D'une part, les litiges opposant deux particuliers sont confiés au juge judiciaire. D'autre part, le contentieux opposant un particulier et l'administration est confié au juge administratif. Selon cette logique, le contentieux fiscal opposant l'administration et un contribuable serait naturellement entièrement dévolu au juge administratif. Pourtant, la réalité est tout autre. Inédit en droit français, une même matière est attribuée inégalement, mais légalement aux deux ordres de juridiction en fonction de l'impôt concerné sur le fondement de l'article L199 du Livre des procédures fiscales. La malformation congénitale de ce contentieux est héritée d'une loi ancienne du 22 Frimaire en 7, article 65 et de la loi du 28 Pluviose en 8, article 4. La loi du 22 Frimaire en 7 dispose qu'U', en matière d'enregistrement, l'introduction et l'instruction des instances auront lieu devant les tribunaux civils du département,
la connaissance et la décision en sont interdites à toute autre autorité constituée ou administrative. Cette disposition sera étendue à tout impôt indirect, non perçu par voie de rôle. C'est ainsi que les impôts indirects sont confiés au juge civil, un an avant la création des conseils de préfecture. La loi du 28 Pluviôse an 8 dispose que les conseils de préfecture, ancêtres des tribunaux administratifs, se prononceront sur les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur quote de contribution directe. On trouve dans ces deux textes post-révolutionnaires la genèse du partage de compétences entre les deux ordres de juridiction, fondé sur l'existence ou non d'un acte émanant de l'administration, incarné par la voie de rôle. Dès lors, les impôts établis à la suite d'un acte administratif reviennent à la compétence du juge administratif alors que les impôts liquidés et acquittés spontanément par les assujettis entrent dans le champ de compétence du juge judiciaire. La répartition équilibrée à l'époque n'a pas résisté à l'assaut du temps, et au cours du XXe siècle l'harmonie a été peu à peu troublée. Le gardien des libertés s'est vu concurrencé par un juge administratif à l'essor constant, et le législateur a abondé dans ce sens en annihilant toute justification de dualisme au terme de l'attribution d'un impôt majeur, la TVA. Institué en France en 1954, le célèbre impôt indirect de Maurice Lauré est devenu la première ressource fiscale française. En confiant un impôt moderne et productif au juge administratif, le législateur n'est pas seulement venu déstabiliser la traditionnelle répartition fondée sur la nature de l'impôt en plaçant un impôt indirect dans l'office du juge administratif. Par cette attribution, le législateur affirme le rôle majeur que joue le juge administratif en matière fiscale. 34. Cette clause fiscale de compétence juridictionnelle, telle que théorisée par le professeur Bernard Castagnède, ainsi un dualisme, une rupture voire une scission du contentieux fiscal. Pour le doyen Trottabat, seules des considérations historiques et politiques expliquent ce dualisme, alors que pour Gaston Gèze la justification lapidaire du dualisme n'est qu'un bel exemple d'apologétique juridique, de justification à tout prix de la règle existante. 35. Ainsi, seront concernés dans cette étude l'ensemble des prélèvements obligatoires relevant de l'office du juge statuant en matière fiscale. Parmi eux, une classification duale peut être identifiée. D'une part, les impôts relevant de l'office du juge judiciaire, d'autre part ceux relevant de l'office du juge administratif. L'outil d'aiguillage, faisant office de garde-tri parmi cette somme d'impôts, est incarné en matière de contentieux d'assiette par l'article L199 du LPF. Le législateur indique, par cet article, que les impôts directs et les taxes sur le chiffre d'affaires ou les taxes assimilées sont confiés au juge administratif statuant dans le ressort du tribunal administratif. En parallèle, les droits d'enregistrement, impôts sur la fortune immobilière, droits de timbre, contributions indirectes et taxes assimilées entrent dans l'office du juge du tribunal judiciaire. 36. Le texte précise en outre que les contribuables redevables de l'ensemble de ces impôts n'ayant pas, à l'issue de la réclamation contentieuse préalable devant l'administration, obtenu satisfaction peuvent porter leurs différends devant la juridiction compétente. Une particularité est ainsi rappelée, en matière fiscale, comme dans certains contentieux administratifs, le citoyen contribuable ne peut saisir le juge directement et doit, au préalable, saisir l'administration fiscale dans le cadre d'une réclamation contentieuse. Au-delà du particularisme et de la question de la naissance de la situation contentieuse entre le contribuable et l'administration, la procédure est ici parfaitement superposée sur les deux ordres de juridiction, le contribuable étant soumis à la même exigence préalable à l'introduction de la phase contentieuse. 37. En matière de contentieux du recouvrement, le dualisme se retrouve de la même façon. L'article L281 du LPF dispose que les contestations relevant de l'obligation de payer et du montant de la dette fiscale relèvent du juge administratif. Le juge judiciaire sera compétent pour connaître des litiges concernant la régularité en la forme de l'acte soit l'exécution des mesures de poursuite. Particulièrement technique, le contentieux du recouvrement gagnera à être simplifié afin de mettre un terme à un dédale procédural périlleux pour le contribuable. 38. De ce dualisme, que nous qualifierons de néfaste à l'issue de nos développements, découle l'application de corps de règles différents.
Il conviendra en outre d'étudier l'influence unificatrice des règles de procédure fiscale ainsi que d'identifier l'existence d'un dualisme interactionniste ou celle d'un dualisme hermétique, alors que pour le doyen Trotabat, ce partage n'exprime pas la dualité du contentieux fiscal. 39. Le dualisme de juridiction en ce qu'il correspond à la prise en compte de contentieux spécifiques entre le justiciable et l'État, n'est ici pas remis en cause dans sa globalité. Toutefois, constater un éclatement du contentieux d'une même discipline, ici la matière fiscale, nous interroge. Existe-t-il un enrichissement mutuel, un dialogue des juges, une justification actuelle pour légitimer cette scission ? 40. Il convient de s'interroger sur la pérennité de ce dualisme, survivant de nombreuses réformes et objet de critique. Pourtant en 2004, la loi de simplification du droit, porteuse d'espoir, avait permis au gouvernement de simplifier les procédures en matière fiscale. L'exécutif aurait pu s'emparer du sujet et réformer cette scission, pourtant appelée de ses vœux par le législateur en ces termes: simplifier les modalités de recouvrement de l'impôt et les règles régissant le contentieux du recouvrement, notamment en ce qui concerne la répartition des compétences juridictionnelles. En 2007, le groupe de travail présidé par M. Olivier Fouquet avait formulé des observations et recommandations, comme l'avait fait en son temps la commission Ecardi. 41. Cette simplification passant par une vision moniste du contentieux permettrait de proposer aux contribuables une vision claire de l'accès au contentieux fiscal et aux règles applicables. 6. Le monisme. 42. Étymologiquement hérité du grec mono, seul, le monisme renvoie à une unité d'objet auquel la pensée s'applique, ou à une doctrine selon laquelle le monde n'est constitué que par une seule substance. Introduite en philosophie par l'allemand Christian Wolff, cette idée d'unité renvoie à l'origine à l'unité de l'esprit et de la matière, opposée à la philosophie dualiste qui distingue le corps et l'âme. Le terme monisme renvoie à une conception d'unité de la matière. Cette notion fait appel à la philosophie et à Spinoza, qui le premier a conceptualisé cette vision de substance unique. Le monisme considère l'ensemble des choses comme réductibles à l'unité, soit au point de vue de leur substance, soit au point de vue des lois, ou logiques, ou physiques, par lesquelles elles sont régies, soit enfin au point de vue moral. 43. En l'espèce, on ne renverra pas à de tels éléments, mais à deux parties, les deux têtes du juge de l'impôt, constituées en matière fiscale d'une seule substance, le contentieux de l'impôt. Il faudra envisager comment réunir deux éléments, alors qu'une évolution générale esquisse une unification du contentieux fiscal. Cette réunification permettra d'éviter la situation ubuesque décrite par Philippe Berne qui écrivait que « le contentieux de l'imposition n'est qu'une branche du contentieux administratif, même lorsqu'il se déroule devant le juge judiciaire. » 44. Le monisme permet une vision unifiée d'une discipline actuellement atomisée, telle que le contentieux fiscal. Comme les adeptes de cette pensée unifiant l'âme et le corps, le monisme en matière fiscale interroge et propose une réunification d'une compétence répartie sur deux ordres. Section 2. Le champ de l'étude. 45. Pour circonscrire le sujet à une analyse resserrée à l'essentiel de la démonstration, il faudra écarter certains domaines proches des interactions fiscales, mais éloignés du cœur du sujet. 1. Afin de couvrir convenablement le champ de la recherche, l'espace temporel et spatial devra être présenté par des considérations historiques, 2, et de droit comparé, 3. 1. Les domaines écartés. 46. Le droit douanier qui obéit à des règles propres, bien qu'il s'agisse d'un contentieux de nature fiscale, sera écarté de l'étude. Le professeur Claude Gibert, dans son introduction au droit douanier, nous fournit les arguments pour écarter cette branche du droit. L'auteur indique que l'on est en présence d'une véritable branche du droit, c'est-à-dire d'un ensemble autonome et cohérent de normes issues d'une inspiration commune, dotées de caractéristiques propres lui conférant un particularisme indiscutable. Les contributions indirectes, reposant sur des procédures particulières, relevant de la Direction générale des douanes et droits indirects, DGDDI, génère quant à elle une jurisprudence casuistique peu favorable à un apport du juge. Il n'entrera de fait pas dans le champ de notre étude. Philippe Berne relevait déjà en 1972 que, si on avait voulu en tenir compte,
il aurait fallu émettre sans cesse des réserves à son propos, ce qui n'aurait pas manqué de nuire à la clarté de l'exposé. Cette clarté à laquelle nous tenons en matière de contentieux fiscal doit être préservée dans le cadre de cette recherche. 47. Nous écarterons également le contentieux pénal de l'impôt, car malgré l'existence de traits originaux qui isolent la majeure partie de la répression fiscale au sein de la procédure fiscale ordinaire, on ne saurait considérer qu'il s'agit d'une procédure fiscale. Les règles applicables relèvent en effet quasi intégralement de la procédure pénale, appliquée in extenso au litige fiscal. Par conséquent, le juge pénal compétent sort de l'analyse du dualisme en matière fiscale. Si nous l'aborderons ponctuellement, le contentieux pénal fiscal n'entre pas dans le champ principal de la recherche. 48. Nous concentrerons ainsi notre étude sur l'office du juge civil et l'office du juge administratif statuant en matière fiscale, et tour à tour désignés par l'expression générique de juge de l'impôt. 2. L'aspect historique. 49. Le recul historique nécessaire à l'étude de l'office du juge en matière fiscale nécessitera d'analyser les évolutions du contentieux fiscal autour de grandes dates. Partant de l'Ancien Régime, la période révolutionnaire marque un tournant avec les fondations d'un dualisme organique en matière fiscale. Plus proche de nous, l'avènement de la juridiction administrative, la création des cours administratives d'appel et l'émergence des juridictions communautaires ont influencé les rapports entre le juge, l'impôt et le contribuable. Pour comprendre pourquoi au XXIe siècle deux ordres de juridiction se partagent la balance et le glaive en matière fiscale, il faut retrouver la naissance de la classification fiscale pour identifier quels critères justifient l'affectation de l'impôt dans l'un ou l'autre des ordres de juridiction. Par suite, il faudra identifier la genèse de nos ordres de juridiction, remaniés à la Révolution, mais dont les fondements se trouvent sous l'Ancien Régime. S'il faut regarder en arrière, il faut aussi regarder à côté. La place du droit comparé est indispensable dans cette démarche de critique et de proposition. 3. La place du droit comparé. 50. L'appréhension du traitement juridictionnel du contentieux fiscal, sa critique et sa proposition de réforme ne pourront se faire sans considérer les exemples d'autres pays qui ont confié depuis parfois près d'un siècle le contentieux fiscal à un juge spécialisé. 51. L'Allemagne, pays voisin et fédéral, connaît 5 ordres de juridiction et a choisi de confier le contentieux fiscal à une Cour fédérale des finances, le Bundesfinanzhof depuis 1950, succédant au Reichsfinanzhof créé en 1918. Instauré dans chaque land, les 19 tribunaux des finances ont une compétence exclusive en matière de contentieux fiscal. Permettant une unité d'application des règles fiscales pour les 16 Länder, la Cour fédérale constitue un deuxième degré de juridiction, avant celui ouvert devant la Cour fédérale, Bundesgerichtshof. 52. Le Canada, pays fédéral, connaît également 5 ordres de juridiction, mais présente une organisation juridictionnelle différente de l'Allemagne. Le contentieux fiscal est confié aux tribunaux administratifs fédéraux, puis en deuxième instance à la Cour canadienne de l'impôt. Un recours est ensuite ouvert devant la Cour d'appel fédérale puis en dernière instance devant la Cour suprême du Canada. 53. L'Italie, pays régional, a choisi de confier le contentieux fiscal à une juridiction judiciaire provinciale spécialisée, Commissioni Tributri Provinciali, en première instance. En appel, la commission de district est compétente, Commissioni Tributri Distrettuali, alors que la Cour de cassation, Corte di Cassazione, constituera l'ultime degré de recours en droit interne. 54. Le Portugal opère une interpénétration entre le contentieux administratif et le contentieux fiscal. 3 degrés de juridiction sont compétents en la matière. L'ordre administratif et fiscal accueille en première instance les 16 tribunaux administrativo et fiscaux répartis au sein des grandes villes du pays. 2 tribunaux 113 administrativos sont compétents en matière d'appel. Le Supremo Tribunal Administrativo, au sommet de l'ordre juridictionnel, est divisé en 2 chambres, une dédiée au contentieux administratif, l'autre au contentieux fiscal. Au Portugal, le contentieux fiscal partage le même juge avec le contentieux administratif. 55. Ces exemples auront pour fonction de montrer que confier le contentieux fiscal à une juridiction spécialisée a un sens,
est réalisable et produit des effets bénéfiques sur les acteurs du contentieux fiscal. Ces pays étrangers, européens ou non, fédéraux ou unitaires ayant choisi la spécialisation à l'assimilation, serviront de base de réflexion pour proposer une réforme du contentieux fiscal. Section 3 Intérêts et problématiques. 56. La situation duale du contentieux fiscal est un inconvénient que nous mettrons en lumière et que nous proposerons de supprimer. 1. L'intérêt de la réparation du contentieux fiscal fracturé sera guidé par un fil conducteur, la problématique. 2. 1. Le dualisme juridictionnel, éliminé au profit du monisme. 57. Une fois le diagnostic posé, A. Une proposition de réparation de la fracture sera proposée par l'application d'une vision moniste du contentieux fiscal. B. A. Montrer les inconvénients du dualisme juridictionnel en matière fiscale. 58. Le dualisme juridictionnel en ce qu'il complexifie la procédure fiscale est, de facto, une entrave à l'accès au contentieux fiscal. Elle constitue en outre un risque de divergence de jurisprudence, alors que deux ordres de juridiction différents sont mobilisés pour statuer sur la même discipline. 59. Le dualisme juridictionnel emporte également pour conséquence la multiplication des textes applicables en matière fiscale, saturant la base normative applicable. Ce foisonnement normatif constitue pour le contribuable une difficulté, rendant difficile la compréhension de la matière. Cette complexité produit par ailleurs des effets négatifs sur l'administration qui est conduite à commettre des erreurs, sur le juge qui peut hésiter dans l'application de la loi, sur l'entreprise qui devra mobiliser de nombreux moyens administratifs, et enfin sur le conseil qui devra constamment décrypter des règles obscures. 60. La justification du dualisme confiant au juge civil, traditionnel gardien des libertés individuelles, des impôts patrimoniaux sensibles, face à un juge administratif partisan et en faveur de l'administration est aujourd'hui désuète. D'une part parce que nous le verrons, le juge civil n'assure plus en matière fiscale une protection efficace des droits du contribuable. D'autre part, en raison de l'émancipation de la juridiction administrative due à la création des cours administratives d'appel et à la reconnaissance constitutionnelle de son indépendance. 61. Le dualisme du contentieux fiscal subit par ailleurs une concurrence juridictionnelle, exercée par d'autres juges à l'image du juge constitutionnel et du juge communautaire. Le succès de la question prioritaire de constitutionnalité, QPC, en matière fiscale a permis aux juges du Palais Royal de produire une jurisprudence fournie en matière de protection constitutionnelle des droits du contribuable. Dans le même temps, la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, et la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, se sont emparés de la matière fiscale pour irriguer le droit national de garanties communautairement reconnues. Dès lors, une partie des garanties du contribuable sort de facto du dualisme juridictionnel pour échoir à d'autres juges nationaux et communautaires, participant à l'émiettement de la compétence en matière fiscale. B. Proposer une unification du contentieux autour d'un juge de l'impôt spécialisé. 62. L'unification de la juridiction et des normes fiscales peuvent se résumer à une vision, le monisme. L'unification de la juridiction fiscale favorise naturellement l'unité de la discipline. Cette simplification matérielle, conduisant à une saisine du juge facilitée, sera sans doute l'apport le plus tangible et le plus effectif à l'égard du contribuable. Mais l'unification emporte d'autres vertus. Confier le contentieux fiscal à un juge unique favorise l'unité de la jurisprudence en concentrant autour d'un seul ordre de juridiction la production normative du juge. 63. Attribuer le contentieux de l'impôt à un juge unique renforce l'efficience de la justice en matière fiscale, permettant à des juges spécialisés d'utiliser un corps normatif unique. La codification réalisée par le Livre des procédures fiscales et le Code général des impôts, CGI, a permis d'unifier en partie le corps normatif du juge de l'impôt en lui permettant d'utiliser en comblement des lacunes du droit fiscal, son droit d'origine. La mise en œuvre d'un juge de l'impôt spécialisé devra se réaliser de concert avec l'achèvement de l'unification normative du droit fiscal, pour combler les dernières lacunes.
64. Toutefois, cette unification ne doit pas être vue comme un miroir aux alouettes. Plusieurs entraves viendront à l'encontre de cette réforme juridictionnelle. Le contentieux pénal fiscal, le contentieux relatif aux voies d'exécution en matière fiscale seront des questions qu'il faudra soulever. L'unification sera difficile face à une myriade de textes techniques, parfois mal rédigés, mais une réforme par étapes sera envisagée. 2. La problématique. 65. Au regard des multiples effets du dualisme, la comparaison d'un juge de l'impôt, avec un Janus, divinité à deux visages, laisserait la place à l'image d'un Amphisbène ayant un regard différent dans des directions différentes. 66. À la lumière de ces éléments, le dualisme juridictionnel est remis en question au profit d'un juge unique autour d'un corps normatif unifié. Cette dénonciation de l'ordre établi et la proposition d'une réforme juridictionnelle n'ont de sens que si elles ont un impact sur le contribuable. Par conséquent, une question synthétisera l'esprit de cette recherche. En quoi le dualisme juridictionnel du contentieux fiscal est-il nuisible, et le monisme vertueux pour le contribuable ? 67. Pour y répondre, un plan correspondant à ces deux temps sera proposé. Section 4. Le plan. 68. La démonstration de l'érosion du dualisme juridictionnel et la perspective d'une unification du contentieux fiscal se feront en plusieurs temps. D'abord, la caducité du dualisme juridictionnel en matière fiscale sera étudiée. Le dualisme perçu comme une entrave à l'accès au contentieux fiscal et l'absence de justification liée à la protection du contribuable seront abordés, partie 1. Ensuite, après avoir critiqué le modèle actuel, il sera envisagé un nouveau modèle de répartition juridictionnelle autour d'une juridiction unique, spécialisée, un monisme vertueux en remplacement d'un dualisme éculé. Les exemples de pays étrangers viendront démontrer qu'il est réaliste de songer à une refonte de la répartition juridictionnelle en matière fiscale, alors même que la fusion de tribunaux a lieu au sein de l'ordre judiciaire, partie 2. Partie 1. Un dualisme juridictionnel complexe. 69. Scinder le contentieux d'une même branche du droit entre les deux ordres de juridiction est une situation inédite en droit français. Cette fracture du contentieux fiscal n'est pas sans conséquence ni sans justification. Pour comprendre comment cette situation demeure encore aujourd'hui un particularisme, il faut remonter à une époque où l'architecture politique et juridictionnelle a été bouleversée, la période révolutionnaire. De cette époque vertueuse pour le droit et les libertés découle une partie de la structure contentieuse en matière fiscale. Le dualisme de juridiction fondé sur une classification distinguant l'impôt direct de l'impôt indirect provient de cette période de bouleversements politiques et sociaux. 70. Cette fracture du contentieux fiscal que nous qualifions de complexe est consubstantielle de l'éclatement d'une relation unique sur deux ordres de juridiction. En l'espèce, quel que soit l'impôt, le rapport conflictuel ouvert oppose deux parties, l'administration fiscale et le contribuable. Le sujet de la querelle est pourtant le même, l'impôt. Au moment du contentieux pourtant, un brouillard s'installe devant le contribuable qui ne distinguera plus les acteurs et les normes du contentieux fiscal. Cette complexité originelle dont on retrouve les ferments à la Révolution est aujourd'hui renforcée par des interventions exogènes dépassant le strict dualisme d'ordre juridictionnel. 71. L'histoire n'a ainsi en la matière pas produit que des effets positifs, et l'avènement d'un millefeuille normatif et juridictionnel devient indigeste. L'intérêt du contribuable, mais aussi de l'administration fiscale est en jeu. Fondé sur une classification inadaptée aux enjeux actuels, sur une organisation juridictionnelle produisant un écartèlement d'une matière, le dualisme en matière fiscale constitue une entrave que l'histoire ou l'habitude ne peuvent plus justifier. La fin d'un ordre établi depuis la période révolutionnaire se réalise de fait, alors que le dualisme juridictionnel est concurrencé et ne correspond plus aux enjeux actuels, titre 1. 72. Le dualisme juridictionnel complexe produit un risque d'incohérence du contentieux fiscal. S'il s'avère ardu de trouver le juge de l'impôt pour le contribuable,
l'influence des autres droits en comblement des lacunes du droit fiscal et une production jurisprudentielle hétérogène compliquent l'objectif de clarté de la discipline. Le contribuable se trouvera ainsi dans des situations différentes en fonction de l'impôt litigieux, face à deux procédures ouvertes devant un juge partiellement spécialisé ou épisodiquement saisi. Le dualisme comme instrument de morcellement et de complexité constitue indubitablement un inconvénient pour le contribuable, qui n'en tire aucun bénéfice tant les arguments d'antan se sont effacés et les entraves développées. Titre 2. Titre 1. La fin d'un ordre établi, depuis la période révolutionnaire. 73. La période révolutionnaire est marquante par nombre d'avancées en matière de liberté et de répartition juridictionnelle. L'abolition des privilèges, la nuit du 4 août 1789, est l'émanation directe d'une révolte fiscale. Le point de départ de cette recherche se place à cette époque, produisant des effets sur le système fiscal actuel. De cette période d'effervescence philosophique et démocratique, naîtront les fondements de principes constitutifs de notre régime. Même s'il convient de relativiser les apports de cette période qui, selon certains historiens, par bien des aspects, ne fait que prolonger la période précédente, il faut reconnaître qu'en matière fiscale nombre d'apports et de malformations sont issus de cette période fondatrice. 74. Le dualisme juridictionnel fait partie de cet héritage encombrant en matière de contentieux fiscal. Cette fracture basée sur une classification désuète subit l'érosion du temps, mais se maintient sans argumentation rationnelle. Issue d'une défiance à l'égard du pouvoir, l'affectation du contentieux de la contribution commune, particulièrement sensible, est le fruit d'une vision politique de la matière. L'article L199 du LPF, traduisant légalement le dualisme des juges, est issu de cette répartition et a subi les mêmes effets. L'affectation du contentieux à l'un ou l'autre ordre de juridiction n'est aujourd'hui plus guidée par aucune logique ni justification. Toutefois, elle participe à complexifier la procédure et à troubler encore davantage le rapport entre le contribuable et son juge, chapitre 1. 75. Face à cette répartition au fondement puisant ses racines dans plus de 2 siècles, l'office du juge en matière fiscale est concurrencé de toutes parts, participant à morceler encore davantage une compétence éparse. Qu'ils soient juges nationaux ou européens, l'influence de leur jurisprudence se diffuse en matière fiscale. Le dualisme est ainsi assiégé par des juges mus par la volonté d'étendre leur protection le plus largement possible. Chapitre 2. Chapitre 1. Un dualisme juridictionnel, en mutation fondé sur une classification désuète. Tempus et Dax Rerum. 76. Classifier pour attribuer. C'est en droit fiscal l'objet premier de l'élaboration d'une grille de classement par caractéristique des prélèvements fiscaux. En fonction de son profil, l'impôt entrera dans le champ de compétence du juge administratif ou du juge judiciaire. L'enjeu de ce chapitre sera de savoir si le dualisme juridictionnel, objet de réforme, mais fondé sur des critères du XVIIIe siècle, est adapté aux situations fiscales contemporaines. 77. La classification fiscale héritée de l'Ancien Régime, modifiée à la Révolution, est encore aujourd'hui la trame de nos impositions. Cette époque de défiance à l'égard des juridictions de l'Ancien Régime est marquée par des destructions, des innovations et parfois de réhabilitation. Sous l'Ancien droit, une forme de dualisme juridictionnel existait puisque le contentieux des tailles, impôt direct, était confié à l'intendant, juridiction de type administratif, alors que celui des aides, impôt indirect, était confié au juge ordinaire. Pourtant, selon certains auteurs, ce n'est pas la nature de l'impôt qui avait guidé l'attribution contentieuse, mais la volonté de lutter contre la multiplication des offices qu'aurait généré l'attribution de nouveaux impôts aux juges ordinaires plutôt qu'aux intendants. En 1789, les impôts de l'Ancien Régime sont abolis. Hélas, les contributions volontaires ne peuvent suffire à abonder le budget de l'État, et le législateur est contraint de rétablir un système fiscal. Les célèbres contributions dites des 4 vieilles constituèrent jusqu'à la naissance du Premier Empire la quasi-intégralité des ressources fiscales françaises. Les 3 premières contributions directes sont instituées en 1791 par l'Assemblée constituante. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière et la contribution de la patente. En 1798,
le directoire y ajoute la contribution sur les portes et fenêtres. Le législateur révolutionnaire a par ailleurs aboli entre 1789 et 1792 l'ensemble des juridictions administratives. Les 10 ans qui suivirent ne laissèrent aux contribuables que la possibilité de se tourner vers l'administration elle-même pour trancher un litige. Il fallut attendre la loi du 28 Pluviôse an 8 pour retrouver une juridiction administrative, à travers le conseil de préfecture placé sous la présidence du préfet. Véritable juridiction, les conseils de préfecture rendaient des arrêtés pouvant faire l'objet d'un second examen devant le ministre-juge suivant les observations du Conseil d'État. En matière fiscale, les nouvelles juridictions administratives seront sur le fondement de la loi de Pluviôse an 8, compétentes en matière de contribution directe. Les droits d'enregistrement, fruits d'une fusion des droits royaux, ont survécu à la Révolution et sont créés par une loi des 5 et 19 décembre 1790. La loi du 5 Ventôse an 8 vient à son tour rétablir les contributions indirectes, les guerres menées par l'empereur créant des besoins financiers plus importants. Contribution particulièrement impopulaire car lourde sous l'Ancien Régime, le législateur confie ce contentieux sensible aux juges civils jouissant d'une image d'impartialité, protecteur des libertés fondamentales. Entre 1789 et 1800, il n'y a ainsi pas de difficulté en matière de dualisme juridictionnel, puisqu'il n'existe pas. 78. Sur cette trame est construite la tapisserie de notre répartition juridictionnelle. Parce qu'ils entrent dans la catégorie impôts directs, ils sont pour le législateur révolutionnaire affectés au conseil de préfecture, ancêtre du juge administratif. Parce qu'il est un impôt indirect, le juge civil sera compétent. Bien que rigide, cette répartition s'explique par différents facteurs, notamment la méfiance à l'égard d'un juge traditionnellement plus proche de l'administration, face à un juge civil incarnant la figure de gardien des libertés. Cette répartition aurait pu traverser les âges. Hélas pour l'harmonie de la répartition juridictionnelle du contentieux fiscal, le temps a désordonné la logique d'attribution qui semblait guider le législateur révolutionnaire. L'actuel article L199 du LPF guide ce partage, attribuant de façon anarchique, à l'un ou l'autre juge compétent, le contentieux d'un ensemble d'impôts aux contours parfois flous. 79. Les critères anciens de la classification fiscale dont nous avons hérité sont remis en question, alors qu'ils ne sont plus assez efficaces pour justifier une répartition objective. Remettre en question les critères hérités de la Révolution, ainsi que montrer qu'ils sont caducs lorsqu'il faut envisager les situations fiscales contemporaines, sont un premier pas sur le chemin de la remise en question du dualisme du contentieux fiscal, section 1. 80. La classification n'est toutefois pas le seul élément ayant subi l'érosion du temps. La faiblesse d'un ordre juridictionnel sur l'autre semble également relever de l'histoire. Traditionnellement, l'ordre judiciaire jouit d'un prestige sans égal par rapport à l'ordre administratif. On associe au premier de prestigieux qualificatifs tels que gardien des libertés, garant de la propriété privée, gardien des droits et libertés fondamentaux, tandis que pour le second, on retrouve des qualificatifs bien moins flatteurs. Juge de l'administration ou juge sous tutelle. Cette disparité de qualité constitue la deuxième justification à ce dualisme persistant. Pourtant, au cours des siècles, la logique d'attribution s'est érodée jusqu'à s'inverser. Au XVIIIe siècle, le juge judiciaire incarnait le juge indépendant pour le législateur méfiant à l'égard des conseils de préfecture, ancêtres de nos tribunaux administratifs jugés trop proches du pouvoir et susceptibles de troubler les opérations de l'administration. Pourtant, la majorité du contentieux fiscal était confiée à un juge considéré comme subordonné à l'administration. Peu à peu, le juge administratif s'est émancipé. Par la création des cours administratives d'appel et du Code de justice administrative, et par son indépendance matérielle à l'égard du ministère de l'Intérieur, la juridiction administrative est à présent considérée comme une juridiction fiable et indépendante. Ainsi, sur le plan des garanties des droits du contribuable, l'écart entre les deux ordres n'a fait que se réduire. Aujourd'hui, la matière fiscale est en grande partie confiée à un juge administratif en partie spécialisé face à un juge judiciaire faisant l'objet de critiques et ne traitant qu'épisodiquement de contentieux fiscal, section 2.
Section 1. La discordance entre la classification et la répartition contentieuse de l'impôt. 81. Pour appréhender la répartition juridictionnelle du contentieux fiscal, il faut se situer à l'origine du schisme fiscal et retrouver les premières traces du partage du contentieux fiscal. La période de la Révolution française, par sa remise en question de l'ordre établi, est propice à l'étude des métamorphoses juridiques. La loi des 7 au 11 septembre 1790 confirmée par les lois du 22 Frimaire en 7 et 28 Pluviose en 8 ont posé les bases d'un partage des compétences juridictionnelles que nous connaissons encore aujourd'hui. 1. L'équilibre trouvé par la répartition juridictionnelle figée par les textes révolutionnaires a été conservé durant plus d'un siècle. Néanmoins, la balance de Thémis a vu en matière fiscale l'un de ces deux plateaux s'alourdir au fil du temps jusqu'à totalement s'incliner sous le poids d'un législateur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.